Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour Chantal. C'est bon, je t'ai remis le son, ce qu'on ne t'entendait pas. Ah, pardon. Mais, Bonjour Laurent, bonjour à tous. pour l'instant, on est que 3, donc ça va. Ah Mais bon, ça va alors. Oui, les autres effectivement, arrivent. ça y est, je vois. Et ouais, mais tu triches là. Tu triches. T'as Attends, quand même attends, mis attends, en non, gros. je suis en train de faire quelque chose de modifié. D'accord. Attends, t'inquiète, Bah, je m'inquiète pas, je te laisse faire. t'inquiète. Mais il fallait que je sois connectée pour le faire. Oh, je fais rentrer les autres en attendant. Ouais. Voilà. Salut Mika. Salut Christophe. Activez le son si vous voulez parler. Parce que par défaut, c'est coupé. Ça va Mika? Bonjour tout le monde, ça va et toi? Ça va, fait plaisir de te voir. Bah oui. Bonjour. Je suis en train de remplir ton questionnaire, alors tu vois. Studieuse, hein. Celui de la dernière fois, je suppose. Celui de la dernière fois, je l'ai mis en réserve pour te le faire. C'est gentil, Aline. Ah oui, mais non, mais je reste concentrée, mais le temps me manque. Qu'est-ce que ça sera quand on va être déconfiné? C'est ça. Non, mais là c'est parce que justement le piège, c'est que comme on est confiné, je me suis dit, je vais faire tout ce que je fais pas en temps normal au niveau professionnel. Et je me suis rendu compte que j'en avais des tonnes, en fait. D'accord. Tu étais à la bourre gravement sur plein de choses. C'est ça que tu veux dire, quoi. Non, pas à la bourre, mais il y a des étapes que j'avais passées et du coup, j'étais en train de commencer à rattraper le truc en même temps que je continuais à travailler. Mais là, du coup, je peux me concentrer dessus et du coup, je le fais beaucoup plus profondément et c'est très lourd. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Marie. Alors Brigitte, tu es perdue dans Dans la le fond. forêt ou dans je sais pas quoi. Bonjour, oui, dans les Bonjour, étoiles, Thibaut. mais bon, ça Voilà. marche pas apparemment le fond virtuel de Zoom. Si, ça marche, mais simplement pour qu'il marche comme il faut, il y a deux critères. Un, il faut que tu aies une webcam qui soit quand même de qualité assez intéressante. Et deux, il faut que toi, tu te détaches bien sur le fond qui est derrière toi. Bah, j'ai essayé avec plein de photos, mais ça marche pas. Ouais, non, mais il faut que toi, le fond, peu importe, il faut vraiment que toi, tu te détaches bien du fond. C'est-à-dire que là, ton fond, il est très clair. Et tu as un mélange de clair et de foncé, parce que je vois qu'il y a un genre de beige et de noir. Oui, Et en fait, toi, tu ne te détaches pas suffisamment, donc Zoom a du mal à te découper pour te faire apparaître en surimpression par rapport au fond. d'accord. Donc, Un- le piège est là pour les fonds virtuels, c'est que c'est des fois compliqué d'avoir les gens qui se détachent. Donc, partant de là, on ne voit pas bien, quoi. D'accord. L'idéal, c'est pour ça que quand tu regardes tous les professionnels de l'audiovisuel, ils utilisent tous des fonds verts ou des fonds bleus. Pourquoi? Parce que tu te détaches, ta tête se détache toujours très bien sur un fond vert ou un fond bleu. D'accord. Bonjour Annabelle, bonjour Muriel. Bonjour tout Et le donc, il monde. vaudra mieux mettre un tissu vert derrière, non? Dans l'absolu, si tu as un tissu vert derrière, tu verras que tout de suite, ton fond, tu vas te détacher sur le fond. D'accord. Merci du conseil. Bonjour Émilie. On ne t'entend pas, Émilie. Je ne sais pas si tu as mis ton micro. Non, non, on ne t'entend pas et moi, je n'ai même pas accès pour te mettre en sourdine ou pas. Donc, salut Jean-Pierre. Bon, bah écoutez, tout le monde n'est pas encore là, mais il y en a déjà une bonne partie. Donc, on va pouvoir tranquillement commencer notre réunion. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Sendinblue? Oui.
Oui, D'accord. un petit peu. Et est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Oui. Très peu ou très mal au choix. D'accord. Bon, il y en a au moins 2 qui l'utilisent, quoi. Ouais. Donc, bon, il y en a un, j'en parle pas, je sais qu'il l'utilise, n'est-ce pas, Jean-Marie? Je ne te C'est posais vrai. pas la question. Ok, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer très rapidement sur les premiers slides, c'est des chiffres. Vous pourrez les regarder tranquillement par la suite, mais je les ai mis volontairement parce que ça fait partie des questions que tout le monde pose régulièrement. Donc, tant qu'à y être, autant que vous ne cherchiez pas, que vous ayez la réponse. Alors, cette réponse, très clairement, elle est issue d'infos que communique Sendinblue. Mais bon, vu que je vais vous parler de Sendinblue, j'ai aussi utilisé les stats qu'eux communiquent. Donc, hop. Voilà. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Voilà. Donc là, vous devez voir ma magnifique présentation. Parfait. Voilà. Donc, déjà, pourquoi utiliser un outil d'emailing? Ça, c'est la première question, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais j'ai déjà une messagerie. À quoi ça me sert d'avoir un outil spécial pour gérer l'emailing? Moi, mes contacts, je les gère dans les contacts de ma messagerie et je ne vois pas pourquoi je vais m'embêter à avoir autre chose à côté. » Donc, la première chose, c'est que votre outil de messagerie, que ce soit Outlook, que ce soit Thunderbird, que ce soit votre webmail, ils ne sont pas du tout adaptés pour des envois en masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des messageries vont commencer à tousser à partir de 25-30 envois dans un seul mail. Ça peut commencer à faire tousser le fournisseur d'accès. Donc, évitez d'utiliser votre messagerie classique quand vous voulez envoyer des mails en quantité. C'est le meilleur moyen aussi que ça se retrouve dans les spams. Parce que vous n'avez pas votre adresse mail n'a pas en tant que telle d'autorité, donc les logiciels anti-spam ont tendance à la blacklister facilement s'ils voient que vous avez envoyé plein de choses à plein de monde. Et surtout s'ils voient que c'est récurrent pour vous d'envoyer des choses tout le temps. Donc, après, vous verrez aussi qu'un outil pour gérer justement toute cette partie messagerie et contact de messagerie, c'est quand même un véritable avantage puisque dedans, vous allez intégrer un éditeur spécialisé pour concevoir des mails de manière un petit peu élaborée. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est important de disposer de ce genre d'outils. Je connais des personnes qui utilisent ce genre d'outils et qui envoient plusieurs milliers de mails par jour. Donc, voilà, c'est vraiment des choses qui sont adaptées et qui sont prévues pour traiter des mails en quantité. Donc, des indicateurs clés. Je vous laisserai revenir dessus, mais sachez que quand on fait de l'emailing, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont importants à surveiller. Le taux d'ouverture. J'envoie 100 mails, combien il y en a qui sont ouverts? Le taux de clic. Dans mon mail, j'ai mis un ou plusieurs liens sur lesquels les gens vont devoir cliquer pour passer à la suite. Ok, j'ai ouvert le mail. Sur 100 personnes qui ont ouvert, à qui je l'ai envoyé, il y en a 50 qui l'ont ouvert et par exemple, il y en a 30 qui ont cliqué. Ça, c'est important. Le taux de spam aussi, c'est le nombre de personnes qui se sont désinscrites de votre liste. Alors, on peut l'appeler taux de spam ou taux de désinscription. Après, vous avez aussi le taux de retour, c'est-à-dire tous les incidences sur les boîtes aux lettres à qui vous avez envoyé, qu'elles soient pleines ou que la boîte aux lettres n'existe plus. Donc, quand elle est pleine, c'est ce qu'on appelle le soft bounce, c'est-à-dire que le retour est lié à une incidence sur la messagerie. Et le hard bounce, c'est quand le retour est lié généralement, c'est un compte qui n'existe pas. Donc ça, c'est des choses importantes à surveiller. Alors ça, c'est plus intéressant, je ne vais pas m'y attarder longtemps, mais sachez que, grosso modo, quand vous écrivez à des particuliers, sur 100 mails, il y en a 23 personnes qui vont l'ouvrir. Non, sur les entreprises, pardon, B2C. B2B, c'est les entreprises, B2C, c'est vers les particuliers. Sur les entreprises, 23% d'ouverture et 3,5%
% de taux de clic en moyenne. Quand vous écrivez à des particuliers, il y en a plus qui ouvrent, il y en a plus qui cliquent. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qui passent à l'action et qui vont acheter. Mais le particulier est en général plus curieux et réagit généralement mieux que le professionnel sur un mail. Bon, là, vous aurez le temps de voir, c'est des chiffres que j'ai récupérés par secteur d'activité. Secteur d'activité, à qui vous vous adressez. D'accord ? Il y a deux types de campagnes mail qui existent. C'est la campagne d'acquisition. Vous allez essayer de récupérer de nouveaux clients, de nouveaux prospects, etc. Quand vous faites une campagne d'acquisition, il y a plein de gens que vous ne connaissez pas dans les gens que vous écrivez. Donc, ça veut dire que quelque part, le taux d'ouverture est très faible et le taux de clic est encore plus faible. Campagne de fidélisation, là, c'est des gens qui vous connaissent. Là, vous êtes plutôt sur des 30% d'ouverture et des 3% de taux de clic. Notez que ça fait quand même des taux très bas. Pendant que je parle de ça, juste une chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Il y a une loi qui est passée il y a quelques années maintenant qui s'appelle le RGPD. Le RGPD, en théorie, ne vous permet pas d'écrire à des gens qui ne vous ont pas explicitement autorisé à le faire. Dont acte. Il y a un contournement qui n'est pas 100% légal, je tiens à le préciser, mais que pratiquent beaucoup de gens. C'est on a récupéré des adresses mail, je ne veux pas savoir comment, et on écrit aux gens, mais on leur donne bien en évidence la possibilité de se désinscrire et de dire qu'ils ne veulent pas recevoir vos mails. Donc, on n'est pas à 100% conforme avec le RGPD, mais somme toute, on laisse aux gens possibilité de se mettre en conformité. Donc, moi, je vous invite à faire le moins de campagnes d'acquisition possible sur des mails que vous ne connaissez pas du tout. Des gens, vous ne les avez jamais rencontrés, vous n'avez jamais vus, ils ne savent pas qui vous êtes. Essayez, malgré tout, de vous adresser à des gens que vous connaissez. On va y revenir un petit peu après. Donc, qu'est-ce qu'un autorépondeur? Un autorépondeur, c'est justement ces outils qu'on utilise pour gérer ces adresses mail, pour collecter et capturer des adresses mail, pour composer des mails et des newsletters et pour envoyer automatiquement ou pas des emails. Alors, pourquoi je précise ou pas? Parce que vous verrez qu'il y a possibilité d'automatiser certaines choses. Par exemple, d'envoyer automatiquement quelqu'un qui va vous laisser votre mail et son mail via votre site internet, par exemple. Si ce dépôt de mail est lié à une liste qui se trouve dans Sendinblue, vous allez pouvoir automatiquement envoyer à la personne un ou plusieurs mails pour le remercier de s'être inscrit, pour lui donner des informations, pour l'informer. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. C'est ce qu'on appelle des envois automatiques. Je fais une action, je te laisse mon mail. Derrière, eh bien, moi, j'informe la personne et je reçois des mails automatiquement dès lors que je me suis inscrit. Alors, Sendinblue, on va passer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de Sendinblue? D'abord parce que je l'utilise. Historiquement, j'ai commencé à utiliser le numéro 1 mondial en termes de connaissances et de notoriété, qui est MailChimp. MailChimp a de gros inconvénients pour moi. Le premier, c'est que jusqu'à le début de cette semaine, il était 100% en anglais. Le deuxième inconvénient, c'est que MailChimp est devenu une usine à gaz. Et le troisième inconvénient, c'est que dès que vous êtes obligé de passer à la version payante, ça coûte très, très cher. Si je voulais faire avec MailChimp ce que je fais aujourd'hui avec Sendinblue, ça me coûterait plus de 20 € par mois, sachant que je serais vraiment aux limites de la formule à 20 € par mois. Si jamais je devais envoyer à plus de 600 personnes, alors Sendinblue, vous verrez, c'est le nombre de mails envoyés qui compte. Dans MailChimp, c'est le nombre de contacts. Donc, c'est pour ça que MailChimp va devenir très rapidement très compliqué à utiliser parce que… Je vais essayer de partager mon écran. Voilà, normalement, vous devez de nouveau voir mon écran partagé. Oui. Oui. Voilà. Donc, on en est resté là. Donc, je ne sais plus trop ce que je vous disais, donc je vais repartir grosso modo. Mais je vous parlais des différences, par exemple, entre un MailChimp et un Sendinblue. Voilà, MailChimp, comme beaucoup d'autorépondeurs, sont basés sur le nombre de contacts.
Et dès lors que vous avez une base contact qui grossit, eh bien très vite, à partir du moment où vous avez votre base de contact qui va grossir, ben, ça sera compliqué pour vous de pouvoir gérer sans payer des fortunes. Donc, comment fonctionne un autorépondeur au sens large, et Sendinblue en particulier? La première chose qu'on fait, c'est qu'on importe les mails de ces contacts, on les met dans des listes. Pourquoi on les met dans des listes? Parce qu'en les mettant dans des listes, ça va vous permettre de segmenter les gens. Si vous voulez écrire, je ne sais pas moi, vous voulez écrire à tous les gens que vous avez rencontrés, par exemple, via tel réseau d'entrepreneurs, on va dire le réseau, par exemple, vous voulez écrire à tous les gens du réseau, eh bien, vous allez pouvoir, si vous avez créé une liste qui ne contient que les contacts du réseau, vous pourrez choisir d'écrire uniquement à ces gens-là. Ensuite, vous allez pouvoir composer des mails. Vous allez pouvoir composer des mails, les envoyer et derrière consulter les stats. Et les stats, vous verrez que c'est important parce que c'est ça, je vous ai parlé tout à l'heure des taux d'ouverture, des taux de remise, des taux etc. C'est ces stats-là qu'on va surveiller, surtout au début, quand on ne connaît pas trop bien la qualité de sa liste de contacts. Donc, c'est des choses qu'on va consulter comme le lait sur le feu. Donc là, je vais arrêter le partage et je vais passer sur Sendinblue directement. Je lui dis j'arrête le partage et je passe sur Sendinblue. Donc, je me suis créé, vous voyez Sendinblue là ou pas? J'ai refait le partage, donc normalement vous devriez le voir là. Maintenant on le voit, oui. Ok. Bon. Je vous disais que je suis en mode dégradé, c'est-à-dire qu'au lieu de le gérer comme je gère d'habitude, là c'est via tout se fait via Internet en fait. Donc ça c'est un tableau. J'ai créé un compte vide exprès pour cette formation. Donc là j'ai un seul contact, c'est celui qui se crée automatiquement quand on crée son compte. Quand on va créer son compte sur Sendinblue, il va vous demander une adresse mail, c'est logique parce qu'il a besoin de causer avec vous. Donc, c'est le premier compte que vous allez créer. Donc, là, on est sur le tableau de bord, c'est là-dessus qu'on arrive à chaque fois. Vous avez le nombre de contacts, le pourcentage des personnes qui ont ouvert vos mails, globalement, le pourcentage de gens qui ont cliqué et le pourcentage de gens qui sont blacklistés. Après, vous aurez des infos sur les dernières campagnes email et les campagnes SMS. Alors, juste comme ça, histoire de tuer la chose tout de suite, les campagnes SMS, ce n'est pas gratuit et c'est même plutôt cher. Donc, il faut vraiment en avoir besoin. Et les campagnes SMS, vous achetez des crédits et au fur et à mesure que vous faites des campagnes SMS, vous allez consommer les crédits. Rappelez-vous que dans un SMS, vous n'aurez pas les mêmes possibilités que sur un mail normal. Ça sera beaucoup plus textuel qu'un mail normal. Donc, c'est pratique, ça peut servir dans certains cas, mais rappelez-vous, c'est quand même quelque chose qui coûte relativement cher et qui n'est pas adapté à tout. Donc, la première chose, ce sont les paramètres globaux de Sendinblue. Alors, il y a plein de paramètres, mais dans la pratique, il y en a pour moi que deux sur lesquels on va intervenir, du moins au début. C'est les paramètres par défaut et la liste des BAT. Donc, les paramètres par défaut, ce que je fais généralement, c'est que je vais renseigner le nom d'expédition par défaut. Et je vais renseigner, donc là, j'ai précisé Laurent de Viking Formation, et puis éventuellement une adresse mail de réponse ou une adresse mail d'envoi. Pourquoi on a différentes possibilités? Mail at Viking Formation, c'est l'adresse que j'ai renseignée pour créer mon compte. Mais je n'ai pas forcément envie que ce soit depuis cette adresse-là que mes mails soient envoyés, du moins que les gens voient cette adresse-là. Donc, je peux tout à fait mettre n'importe quelle adresse du moment qu'elle existe. Deuxième chose, quand les gens vous répondent, on peut très bien avoir des adresses mail qui ne permettent pas de recevoir des messages. Vous savez, on a tous eu des choses, reçu des messages où il y a marqué « no reply » par exemple dans l'objet. Donc,
et ben là, on peut tout à fait faire ça ou faire forcer les réponses sur une autre boîte à lettres. Alors, après, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas avoir 50 boîtes aux lettres parce que c'est compliqué à gérer. Voilà. Vous avez possibilité de le faire. Moi, j'ai laissé la même ici dans l'exemple par défaut, mais vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Et puis, on enregistre et le paramètre est pris en compte. Le deuxième paramètre sur lequel éventuellement on va pouvoir aller, c'est sur la liste BAT. La liste BAT, alors BAT voulant dire bon à tirer. Et en fait, cette liste-là, c'est les mails qui doivent exister déjà dans votre base contact, vers lesquels vous allez envoyer la version de test, les tests que vous faites. Quand vous allez créer un email, quand vous allez préparer une campagne d'emailing, vous allez faire des essais, voir ce que ça donne quand on le reçoit dans sa boîte aux lettres. Donc là, moi j'ai 3 adresses différentes. Pourquoi? Il y en a une que je peux consulter facilement sur mon téléphone. Il y en a, et les 2 autres, je ne les regarde pas forcément dans le même logiciel d'email. Donc il y en a une qui a un compte sur Outlook et l'autre qui a un compte que j'ai sur Thunderbird, qui est un autre outil. Donc ça me permet de voir comment ça réagit en fonction des contextes. Et puis ça me permet aussi de voir si j'utilise un webmail, est-ce que ça passe ou pas. Donc, voilà. Donc là, on aura vu les paramètres. Donc, pour ajouter une adresse ici, il faut absolument que cette adresse existe déjà dans votre base contact. Là, comme j'en ai qu'une. Donc, je vous ai dit, la première étape, ça va être d'importer vos contacts. Alors, je les trouve où, mes contacts, vous allez me dire? Eh bien, déjà, vous avez tous des clients. Vous avez tous des prospects. Ça, déjà, c'est la base de vos contacts. Vous allez pouvoir les mettre dans Sendinblue. La deuxième source de contacts, tous ceux qui font partie de réseaux d'entrepreneurs ont chez eux quelques seaux remplis de cartes de visite et de flyers. Donc, c'est la deuxième source que vous avez, comme ça, tout de suite, directement, pour avoir des contacts. Saisissez toutes vos cartes de visite, tous vos flyers, ou s'ils sont dans vos contacts du téléphone, exportez-les. Trouvez une solution pour récupérer toutes ces adresses-là et pouvoir les ingurgiter, les faire ingurgiter à Sendinblue. Donc, comment on peut faire? Écoutez, est-ce que vous voyez mon Excel? Oui, non, peut-être. Oui. Ok. Moi, je me suis fait un tableau dans lequel je mets tout un tas d'informations et que je récupère à droite à gauche sur les. Il y en a que j'ai exporté de mon CRM, il y en a que j'ai exporté de mes contacts téléphoniques, il y en a que j'ai tapé à la main parmi les gens, les cartes de visite que j'avais reçues. Donc tout ça, je le mets dans un fichier Excel qui a cette tête-là. Et tout ce qu'il y a là-dedans, quasiment, je l'importe dans Sendinblue. Pourquoi? Parce que plus j'ai d'informations, plus derrière, je vais pouvoir être efficace et filtrer mes contacts de manière efficace. Donc, comment on va faire pour importer? Alors, je ne vous le cache pas, j'ai vu plus compliqué. La première chose que je fais, c'est que je vais dans Excel, je sélectionne les contacts que je veux importer. Voilà. Avec la ligne sur laquelle j'ai mes informations. Je vous abandonne, j'ai une alerte. Désolé, je vous abandonne. C'est pas grave, Jean-Marie, à bientôt. Et ensuite, donc là, je repasse sur Sendinblue et je vais dans Contact. Et dans Contact, je vais juste lui demander d'importer des contacts. Et là, je lui dis, je veux faire un copier-coller. Voilà. Bien entendu, je n'ai pas fait mon copier-coller comme il faut. Donc, je recommence. Voilà. Je colle mes contacts. Je lui demande de vérifier les données. C'est là qu'on voit quand même qu'il est relativement intelligent. Il a été capable de les identifier. Je confirme mes données. Et là, arrive un tableau dans lequel il me propose d'importer des choses, mais il y en a qu'il n'a pas reconnu. Et là, moi, je voudrais tout importer. Donc,
eh ben, avant d'importer, je vais faire quelque chose. Donc, pour l'instant, je n'importe pas. Je vais retourner dans mes contacts et je vais aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, je vais pouvoir ajouter ce qu'ils appellent des attributs, c'est-à-dire en fait de nouvelles informations que je vais rajouter à ma fiche client, je dirais, dans Sendinblue. Donc, par exemple, je vais mettre que je veux le téléphone. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je vais lui dire, je ne vais pas tout importer, mais je vais lui dire que je veux aussi son code postal. Voilà, c'est des choses que je veux gérer. Et puis après, si j'en ai oublié un quand même qui est important, je voudrais le nom de la société. Voilà. Donc là, j'ai rajouté, vous voyez, des contacts, enfin des éléments dans mes contacts. Donc maintenant, je vais pouvoir ressortir, retourner sur mes contacts, lui dire que je veux importer mes contacts. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais recoller mes contacts que j'avais gardés en mémoire. Hop, je confirme. Et là, ben là vous voyez, j'avais nommé mes champs avec des mots qu'il connaît. Donc, société, il connaît, donc il me propose tout de suite de l'importer. Hein? Mail, ben, mail, il ne connaît pas. Pour lui, c'est email, donc il faut lui dire qu'on veut l'importer. Dans un logiciel, pour gérer les emails, c'est quand même mieux. Je n'ai pas de site internet de déclarer. Ici, alors ici, je ne l'importe pas. Je vais l'importer ici au niveau de téléphone. Je vais ici chercher téléphone que j'ai ajouté moi-même dans les paramètres. Donc voilà. Donc là, il me dit que j'ai 6 colonnes à importer et 6 colonnes qui sont ignorées. Donc je confirme. Je voudrais bien confirmer. Ah si, il veut absolument SMS. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est un site... Bon, je vais lui mettre des SMS pour lui faire plaisir, mais je ne vois pas pourquoi. Je vais lui mettre ça SMS ici. Je vais dire que c'est de l'Afghanistan, je m'en fiche. Hop. Voilà. Généralement, quand ça ne veut pas valider, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc là, je lui ai mis en SMS, mais ce n'est pas grave, on ira les virer après. Et là, je confirme, je lui dis que je les mets dans cette liste-là. Vous êtes obligé de les mettre dans une liste. Donc, c'est la liste qu'il a créée par défaut. Et je valide. Je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est RGPD, etc., nous contraint aujourd'hui d'avoir la validation. Donc, on considère, il faut que vous considériez, que vous soyez sûr de vous, que les contacts ne vont pas vous embêter. Donc, on coche la case comme quoi on valide que les contacts importés remplissent bien les conditions qui sont listées en dessous. Voilà. Bon, sachez que de toute manière, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, ils ont tous les mêmes contraintes aujourd'hui. C'est la loi qui impose que les contacts que les gens sachent qu'on va utiliser leurs contacts. Encore une fois, si c'est vos clients, des prospects que vous avez déjà, ils le savent. Si c'est des gens que vous avez croisés dans des réseaux entrepreneurs, généralement, quand on donne sa carte de visite, ce n'est pas forcément pour qu'elle reste sur une étagère à rien faire. Donc, on ne prend pas de risque avec ces personnes-là. Donc là, voilà, j'ai importé mes contacts. Et vous voyez qu'il a importé un peu plus que ce que j'avais tout à l'heure. L'intérêt, pourquoi j'ai augmenté le nombre de colonnes, ben, c'est par exemple si je veux filtrer sur tous les gens qui sont... je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'ai dedans, qui sont dans la société, qui sont sur le code postal 10 000. Donc, je vais dire que je veux code postal qui contient ou qui commence par 10 000. Paf.
Et là, si sur mes 9 contacts, je lui demande de rechercher, et il va m'en trouver 2 normalement. Voilà. Donc, ça peut vous permettre, après, si vous voulez envoyer une campagne de mail à destination de quelqu'un ou de quelques personnes bien précises, vous allez, via le filtrage, pouvoir sélectionner exactement qui vous voulez. Les gens, quand vous avez sélectionné ici, par exemple, vous allez pouvoir les copier dans une autre liste. Et là, je crée une nouvelle liste, donc, que j'appelle liste dossier. Ben, il n'y en a qu'un pour l'instant. Et le nom de la liste, je vais l'appeler liste 10 000, par exemple. Voilà. Et là, en fait, ces deux-là vont se retrouver dans ma nouvelle liste. Vous voyez, ici, j'ai mes listes. Et si je prends la liste 10 000, j'ai 2 contacts dedans et plus 9. Et je viens de créer donc ma nouvelle liste à partir de ma sélection. Est-ce que c'est clair? Oui, non, peut-être? Oui. 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 OK. Ça veut dire qu'il y a une liste quand même de départ, c'est une liste de base, et après, de cette liste de base, on exporte. C'est mieux de faire comme ça, en fait. Oui, après, on a possibilité, quand on fait un import, d'importer dans plusieurs listes. D'accord. Là, j'en avais qu'une, donc c'était… si je veux refaire la manip, on peut le refaire d'ailleurs, comme ça, ça va être plus parlant. Je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout, même si ce n'est pas gênant en soi. Voilà, confirmer, donc, tac. Je vais faire ça, tiens, je vais rajouter la société, que je n'ai pas pris tout à l'heure. Et vous allez voir, il y a la société qui est… Okay, société… Ah oui, effectivement, il faut que j'arrête de picoler. Hop, société était déjà importée, donc j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que là, je vais lui dire que maintenant, je suis passé, tiens, l'île Christmas. Je ne savais pas que ça existait. Donc, je réimporte, je confirme le mapping, et là, vous voyez, il me propose de choisir les listes que je veux. Okay. Donc, si je coche les 2 listes, il va m'ajouter mes contacts dans les 2 listes. Ah oui. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez très bien ne les rajouter que dans une. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer d'importer les contacts. Alors après, ce que j'ai fait, moi, j'ai rajouté un champ qui s'appelle origine. Et dans l'origine, je mets généralement où est-ce que j'ai rencontré, par exemple, la personne. J'ai rajouté aussi un champ qui s'appelle activité, qui va me permettre de trier éventuellement et de faire des listes par activité. Si je veux m'adresser à tous les graphistes que j'ai dans mon carnet d'adresses, j'ai mis graphiste pour tout le monde dans activité, donc je pourrais filtrer sur graphiste et créer une nouvelle liste juste pour les graphistes. Okay. Donc, effectivement, ce que tu disais, Annabelle, pour moi, c'est une bonne solution, c'est d'avoir une liste où il y a tout. Donc, systématiquement, quand j'importe des nouveaux contacts, je les importe dans la liste qui m'intéresse, mais je les importe aussi dans une liste que j'ai appelée tous mes contacts, qui n'est pas forcément obligatoire. Quand tu importes, Laurent, il détecte si tu as un doublon ou pas? Alors, s'il y a un doublon, alors le doublon, c'est au niveau de l'adresse mail uniquement. C'est le seul critère discriminant. Donc, s'il y a si vous avez déjà un contact dedans et que vous allez, et il voit qu'il existe déjà, il va faire une mise à jour du contact. Ça, c'est très pratique. Moi, au départ, en fait, quand j'ai commencé à constituer mes listes, je n'avais pas forcément prévu tous les champs que j'ai aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, ce que j'ai fait, moi, j'ai complété mon tableau Excel et j'ai fait des imports de contacts pour moi en mise à jour. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a rajouté les valeurs que je n'avais pas déjà renseignées dedans. Donc, c'est plutôt pas mal et ça vous évite comme ça d'avoir… Votre contact sera toujours unique, quelle que soit la liste où il va être derrière. Parce que quand on dit je l'importe dans 2 listes différentes, en fait, vous ne l'importez qu'une seule fois. Mais vous lui avez dit de le faire apparaître dans plusieurs listes. Donc, que fait Sendinblue? Il va aller prendre votre contact et il va lui dire « Ok, donc toi, tu es dans telle liste, telle liste, telle liste. » Et si jamais vous l'enlevez d'une liste, vous ne l'enlevez pas forcément de votre base Sendinblue, vous pouvez très bien ne l'enlever que de la liste. Parce que, je ne sais pas, j'avais dans ma liste, j'ai fait une liste avec tous les graphistes, par exemple, comme je disais, hein, et il y a une personne, elle n'est plus graphiste, elle est devenue plombier.
Donc, je vais l'enlever de la liste des graphistes. Mais je n'ai pas envie de la perdre de mes contacts. Donc, je la sors juste d'une liste et je pourrais la mettre éventuellement dans une autre. Est-ce que c'est clair? Donc là, je quitte, je confirme. Donc là, j'ai importé des contacts. C'est bien. Maintenant, je vais pouvoir passer à la phase 2, qui est de créer des campagnes. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de gérer ces contacts, c'est plutôt de les utiliser. Donc, on va créer des campagnes. Alors, aujourd'hui, je vais juste vous faire voir la campagne classique, qui est la campagne d'emailing classique, où vous allez pouvoir envoyer des emails à tous vos contacts. Mais vous voyez, en haut, entre campagne et contact, vous avez un truc qui s'appelle transactionnel. Et ça vous permet de faire des emails un peu plus automatisés, etc. Mais on ne va pas le voir aujourd'hui parce que ça prend, rien que pour l'expliquer, ça prend déjà plusieurs heures. Donc, ce n'est pas le but aujourd'hui. On va créer sa première campagne. Voilà. Donc, une campagne, on lui donne un nom. Le nom, le premier nom qu'on va lui donner, c'est juste pour nous y retrouver. Donc, on l'appelle comme on veut. Moi, je l'appelle ma campagne de test pour la formation. Voilà. Et l'objet, par contre, c'est ce que les gens vont recevoir dans l'objet de leur message. Donc là, je vais mettre ça, par exemple. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec le nom de ma campagne. Mais le nom de ma campagne, il est pour moi pour le retrouver. L'email de l'expéditeur. On peut avoir plusieurs expéditeurs. On n'est pas obligé d'en avoir qu'un. Et puis derrière, on va pouvoir lui changer son nom. Donc, voilà, par exemple. Et il y a des options avancées. Alors, dans les options avancées, il y en a plein, mais il n'y en a qu'une que vous allez devoir prendre l'habitude de cocher à chaque fois. C'est activer le lien miroir. C'est quoi cette bébête? Le lien miroir, quand vous recevez des mails, des mails comme ça automatisés via des plateformes, vous avez souvent, soit en haut, soit en bas du mail, mais souvent en haut, une petite phrase qui dit « Si vous n'arrivez pas à visualiser ce mail, cliquez sur ce lien pour le voir dans le navigateur. » Eh bien, ce lien pour le voir dans le navigateur, c'est ce qui est ici appelé le lien miroir. Donc, en fait, si les gens ne peuvent pas le lire comme il faut dans leur messagerie, ils auront possibilité de le voir au travers d'une interface web que met à disposition Sendinblue pour les gens qui travaillent avec Sendinblue. Donc voilà. Prochaine étape. OK, là, j'ai nommé ma liste, j'ai mis un objet. Maintenant, il faut que je construise mon mail. 3 possibilités. Alors, on va enlever tout de suite la dernière, on va la traiter tout de suite. Ça, si vous n'y connaissez pas en code, que vous n'êtes pas le programmeur de l'année en HTML, bah, passez tout de suite là-dessus. Ça, c'est éventuellement si quelqu'un vous a préparé votre mail et vous dit, bah voilà, je te donne le code, tu auras juste à le coller dans ton logiciel, vous passerez par là. Éditeur de texte enrichi et éditeur drag and drop. L'éditeur drag and drop, c'est un éditeur visuel. Donc, je vais vous faire voir tout de suite l'éditeur de texte enrichi. Ça, c'est pour envoyer des mails qui n'ont pas besoin d'avoir une belle présentation, etc. Ça peut être des mails très simples. On peut aller assez loin quand on commence à connaître le HTML et quand on commence à savoir faire des choses, mais voilà, ça reste quand même quelque chose. Vous tapez votre texte, vous allez pouvoir le mettre en forme ici avec les différentes options possibles. Donc là, je veux qu'il soit, je vais dire en rouge, par exemple. Je veux que la taille de la police de caractère soit 70. Voilà. Je vais pouvoir quand même faire un certain nombre de choses, mais non, j'ai écrit la taille de fond, pas la taille de la police. La police, c'est ici, donc je vais le mettre en jaune. Voilà, donc en jaune sur rouge, on le voit bien. Donc voilà, là, j'ai créé un mail. J'ai créé quelque chose. Donc, je vais l'enregistrer. Pourquoi pas, j'ai le droit. J'ai le droit de trouver que ce mail est magnifique. Et si je demande un aperçu, donc aperçu, voilà, je vais lui demander ça, par exemple. C'est peut-être une erreur parce que vu que j'ai l'impression que ma liaison Internet est un peu chaotique, ouais, il met un peu trop de temps à se charger, c'est pas grave. Bon.
je vais lui demander ici de me l'afficher. Voilà. Si je l'avais sur un téléphone, par exemple, ça s'apparaîtrait comme ça. Et là, c'est sur l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur, ça devrait apparaître comme ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une liste BAT. Quand on fait envoyer un test, ici, d'office, il m'a renseigné ce champ-là. Ce sont en fait, c'est l'adresse qui est dans ma liste BAT. Mais je peux aussi l'envoyer à quelqu'un d'autre. Si c'est un mail que je fais en collaboration avec quelqu'un, je peux très bien décider de le lui envoyer directement. Et je peux mettre plusieurs adresses mail séparées par des virgules, il vous le dit dans l'entête. Donc ça vous permettrait comme ça de recevoir un message qui vous permet de voir un peu, quand c'est reçu, comment ça se présente. Donc là, je fais enregistrer et quitter. Voilà. Et là, vous voyez ma campagne de test pour la formation, qui n'a rien à voir avec, tout à l'heure, on a aperçu l'objet. Hein, l'objet qui est bien, j'ai une super offre pour vous. Donc, okay. Je vais quitter cette campagne-là et je vais passer sur une autre pour vous faire voir l'éditeur drag and drop. Donc, je vais être plus sobre. Voilà. Et je vais aller tout en bas pour cocher mon lien miroir. Voilà. Prochaine étape. Et donc là, je vais passer sur l'éditeur drag and drop. Alors, avant d'aller dessus, au-dessus, je ne vous ai pas fait voir, mais vous pouvez récupérer un message récent. C'est-à-dire que si vous cliquez sur message récent et vous choisissez, voilà, je veux récupérer celui-là, par exemple. Je clique dessus et il va me créer un nouveau message qui va s'inspirer de celui-là. Mes templates, donc mes modèles à moi. Bon, j'en ai pas créé encore ici, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Plus intéressant, vous allez pouvoir utiliser la galerie de templates qui est mise à votre disposition par Sendinblue. Alors, c'est une galerie qui augmente très régulièrement. Donc là, je vais lui demander de m'en faire voir 108 voilà, par page. Voilà, donc, vous avez tout type de messages. Alors, les derniers, il y a beaucoup de Christmas ces derniers temps, beaucoup de Noël. Et après, vous avez d'autres choses qui sont totalement différentes. Donc, regardez, vous pouvez vous en inspirer. Il y a des fois, il y a des trucs qui sont assez sympas, qui peuvent correspondre à nos besoins. Donc, n'hésitez pas à regarder. Voilà, et il y en a un peu plus de 108. Mais il y en a 110. Non, même plus que ça. Donc, voilà. Moi, je vais partir sur l'outil de conception pour vous faire voir en 2 mots l'éditeur drag and drop. L'éditeur de drag and drop, c'est lui que j'utilise pour vous envoyer des messages. Vous allez pouvoir mettre votre logo. Donc, si je viens ici, bah, vous allez pouvoir ajouter des images qui vont rester mémorisées dans l'outil. Je vais voir si je peux mettre une image. Hop, je n'ai pas répété. Voilà, je vais prendre celle-là. Hop. Le retour de Jean-Marie. Donc voilà, donc là j'ai une image, je la prends, je l'emmène ici pour lui dire c'est mon logo, il a récupéré l'image. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Alors comme j'en ai qu'une, je vais la mettre partout. Voilà. Et puis si je peux la peupler comme ça, hop. Ici j'ai un lien, si je clique dessus, je vais pouvoir dire que c'est un lien et je vais pouvoir renseigner le lien que je veux mettre. Voilà. Ici, on a des boutons. En cliquant sur le bouton, vous avez ici une case qui s'ouvre pour mettre un lien. Si vous vous rappelez comment sont structurés mes mails, j'ai un bouton en dessous de chacun pour vous inscrire. Et bien, j'ai cliqué sur le bouton et je suis allé renseigner le lien d'inscription sur Zoom ici. Et voilà. Et donc, en fait, là, on est vraiment sur un truc visuel. Ici, tout le texte, vous allez pouvoir mettre le texte que vous voulez. Voilà, il n'y a aucune restriction. Vous allez pouvoir aller sélectionner tout ou partie du texte et lui dire que vous voulez le texte dans telle couleur. Vous pouvez choisir la taille du texte. Voilà, je veux qu'il soit gros. Bon, il est peut-être un peu gros. Allez, hop, 14. Voilà. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez aussi pouvoir... Alors ça, c'est...
vous allez aussi pouvoir ici personnaliser. Et là, vous allez pouvoir récupérer, par exemple, le prénom. Donc ça sera le prénom de votre contact. Donc chacun aura un mail personnalisé avec son prénom qui apparaîtra à cet endroit. Truc très classique que vous avez vu 1000 fois dans les mails. Bonjour Laurent, bonjour Aline, bonjour Evelyne, bonjour Sébastien. Voilà, ils ne vont pas rédiger les mails, vous avez bien compris qu'ils ne rédigent pas les mails spécifiquement pour chacun, mais ils l'automatisent avec des choses comme ça. J'enregistre et je quitte. Voilà, donc là, on revient ici. Donc là, j'ai fait la phase paramétrage, j'ai fait la phase conception. Maintenant, je vais m'occuper de mes destinataires. J'aurais pu aussi cliquer sur prochaine étape. Donc là, je vais les envoyer, allez, on va dire à cette liste-là. Vous pouvez choisir les deux si vous voulez. Et vous pouvez vérifier le nombre de destinataires. Là, logiquement, à votre avis, il devrait y en avoir combien des destinataires? Allô? Combien il devrait y en avoir des destinataires? Parce que là, j'ai coché les deux listes. Je ne sais plus combien tu en avais sur la liste basique, mais disons la liste basique plus les deux. Donc ça fait… voilà. 11. C'était 10 la première, je ne sais plus. 9. Bah, il y en a que 2. C'est écrit là. Non. Vous n'avez pas vraiment suivi ce que je disais tout à l'heure, alors. Hein. Il y en aura 9. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai importé tous mes contacts dans la première liste et derrière, j'ai recréé une deuxième liste spécifique qui était filtrée sur le code postal des gens. Et en fait, j'ai importé que 9 personnes. Donc, on verra qu'il y a 9 personnes. C'est pour ça, même si vous en mettez une de trop, à partir du moment où vous avez la liste qui contient tout le monde, bah, vous êtes sûr que les gens ne recevront pas 2 fois. Ça aussi, ça fait partie des choses intéressantes où il est suffisamment intelligent pour gérer ça. Prochaine étape, bah là, voilà, il va vous demander de confirmer. Donc là, il vous fait voir votre visuel, il vous dit ce que vous avez choisi comme liste, il vous rappelle le nombre de destinataires, il vous rappelle l'objet de votre campagne et il vous rappelle qui est-ce qui l'envoie. Et maintenant, bah, la seule chose qui va rester à faire, c'est de programmer l'envoi. On avait perdu Sébastien aussi. Maintenant, bah, 2 options. Soit je l'envoie tout de suite, soit je lui dis quand est-ce que je veux l'envoyer. Et si on décide de passer à la version premium, dans ce cas-là, on peut aussi demander à Sendinblue de nous dire par rapport à ce que j'ai eu comme retour sur mes envois précédents, quelle est la meilleure heure pour l'envoyer. Ouais. Bon, après, moi, je sais que j'ai tendance à choisir les heures auxquelles je veux l'envoyer, c'est plus facile. Envoyer maintenant, ça m'arrive de temps en temps. Genre, j'ai fait une erreur et je veux la rectifier tout de suite. Voilà. Et une fois que vous avez programmé, donc là, je vais en fait le programmer pour le 30 à 11 h, voilà, et continuer. Voilà. Et maintenant, il me dit que voilà, test 2 sera envoyé à 9 contacts à 11 h le 30 avril. Je confirme. Et là, j'étais en brouillon jusqu'à maintenant pour mes 2. Maintenant, j'en ai une qui est programmée. Et le fait qu'elle soit programmée, vous voyez ici, en brouillon, il y a juste ça. Et dès lors qu'elle est programmée, vous commencez à voir les premiers indicateurs qui ont été rattachés à votre campagne. Alors pour l'instant, fatalement, ils vont être à 0 parce qu'elle n'est pas partie. Mais dès lors que vous allez avoir envoyé votre première campagne, eh bien, vos indicateurs vont commencer à augmenter. Et c'est là que ça va être intéressant de vous rapprocher des statistiques que je vous ai données au début pour vous faire une idée de la qualité de ce que vous avez envoyé. Plus il y aura de gens qui vont vouloir se désinscrire, c'est soit que l'objet du mail ne leur a pas du tout parlé, soit qu'ils ne savent plus qui vous êtes et qu'ils en ont marre de recevoir des mails, donc ils se désinscrivent. Mais ça, vous n'avez pas à le gérer. Et derrière, ces gens-là, s'ils se désinscrivent, ils ne recevront plus du tout vos communications. Donc, ce qui peut arriver, c'est que des gens se désinscrivent et après souhaitent quand même recevoir malgré tout vos communications. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une personne qui s'était désinscrite et qui, en fait, en passant par Facebook, est venue s'inscrire sur un des rendez-vous. Sauf que cette personne-là, bah, elle n'était plus dans ma liste pour recevoir le replay et puis la présentation. Et donc, moi, j'avais les gens qui étaient inscrits.
Et puis j'ai vu que son nom, il était blacklisté. Donc je l'ai contacté pour lui dire, voilà, tu t'es désinscrite, est-ce que tu veux que je te réinscrive pour pouvoir recevoir les trucs? Et là, la personne m'écrit noir sur blanc, oui, je veux me réinscrire. Donc dans ce cas-là, moi, je le fais peut-être à la main, mais j'ai un mail qui me dit, tu as le droit de le faire. Et on pourra le faire sans aucun problème. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous faire voir comment on peut désinscrire quelqu'un ou réinscrire quelqu'un. Parce que... oui, oui. Vas-y. Oui, Fabrice. Si moi, je vois mal à l'écran. Quelqu'un qui s'était désinscrit et je ne fais pas attention, Sendinblue va me faire la remarque. Il ne te dira pas que la personne est désinscrite. Oui. Tu vas le savoir si tu vas dans la liste. Tu peux le savoir en allant sur les listes de contacts. Je vais vous faire un exemple sur ma grosse liste, sur ma liste principale, où j'ai les... Hop, je suis pas au bon endroit. Je vais prendre mes contacts ici. Voilà. Je vais prendre les contacts qui sont tous les contacts et je réinitialise mes filtres. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Je supprime mon filtre et là, je vois tout le monde. Imaginons par exemple que je veux blacklister celui-là. Cette personne-là, quelque part, m'a écrit pour me dire « je ne veux plus recevoir vos mails ». Parce que dites-vous bien qu'il y en a plein qui ne vont pas sur le lien de désinscription, mais qui vous écrivent. Oui. En hurlant, je reçois des mails, j'en veux plus. OK. Donc, vous allez dessus. Moi, je le sélectionne. Action, blacklister. Tout simplement. Là, il vous demande de le confirmer. Donc, vous n'allez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire au hasard. Et je blacklist ce contact. Et vous voyez, là, il y a un sens interdit devant. Donc, ça vous permet, comme ça, de savoir si la personne est inscrite ou pas. Je vais le faire ici, par exemple, sur celui-là. Je vais faire la même chose sur celui-là. Mais donc, si les gens se désinscrivent, Sendinblue le fera automatiquement, ça. Ah oui, si jamais la personne se désinscrit toute seule, lui, il va mettre le sens interdit automatiquement. Là, ici, par exemple, je suis rentré dans le contact et là, je veux blacklister ce contact pour la campagne d'email. Donc, je clique là. Oui, paf, ça y est. Je ferme. Et là, vous voyez, lui aussi, il est passé en rouge. Rappelez-vous, tout à l'heure, les 10 000, j'avais créé une liste spéciale pour eux. Donc, dedans, bien entendu, il ne l'a pas pris. Voilà. Et là, vous voyez que dans cette liste-là aussi, il apparaît. C'est ce que je vous ai expliqué au début. En fait, il ne crée qu'une seule liste et après, il associe les contacts aux différentes listes que vous allez créer. Et est-ce que tu peux donc blacklister juste pour un mailing? Non. Non, mais par contre, tu peux ne pas l'envoyer. Oui, c'est ça. À la limite, tu fais sortir la personne de la liste. Tu fais ta liste, et après tu vérifies la liste de personnes et tu l'enlèves, quoi. Voilà. D'accord. Maintenant, la personne, on va se mettre dans le cas que j'ai rencontré, c'est-à-dire que la personne vous dit, en fait, j'ai peut-être cliqué un peu vite sur je veux me désinscrire, réinscrivez-moi. On va sur le contact et là, on a déblacklisté. Paf. Et là, vous voyez, la personne est revenue. Donc, même si la personne se désinscrit et que derrière, elle vous dit « oui, j'ai cliqué trop vite, réintègre-moi », et dans ce cas-là, vous pourrez le faire. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, si vous n'avez pas de questions, dans ce cas-là, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La chose intéressante, c'est les 300 mails. On n'a pas forcément tous des listes de contacts qui sont monstrueuses. Maintenant, la première formule de Sendinblue, après, elle est à 19 € par mois. Donc, c'est quand même un investissement pour les petits budgets, surtout en ce moment. Si vous avez à envoyer à plus de 300 contacts, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 listes. Si vous avez 400 contacts, faites 2 listes, équilibrez-les à peu près, et puis vous envoyez un jour sur une liste, le lendemain sur l'autre. Aujourd'hui, les gens ne reçoivent pas forcément de nouvelles de votre part. Donc, demain, recevoir une partie reçoit le lundi, l'autre partie le reçoit le mardi, ça ne va pas choquer grand monde. Donc,
au début, le temps de vous faire la main, de savoir si ça vous convient, de savoir comment réagissent les gens par rapport à ce que vous leur envoyez, c'est pas forcément utile de commencer par payer, clairement. Après, si vous commencez à avoir besoin d'envoyer régulièrement des quantités de mails plus importantes, bah, là oui, prenez la formule à 19 €, je crois que c'est 40 000 mails par mois, ça commence à en faire largement assez, ça fait un peu plus de 1000 mails par jour, ça commence à causer, quoi. Pas d'autres questions? Et Laurent, combien Oui. de campagnes on peut faire avec Avec Sendinblue, ben, on n'est pas limité en fait avec la version gratuite. On est juste limité par nombre d'envois quotidiens. C'est-à-dire que je peux avoir 50 campagnes, mais je pourrais envoyer 400-300 personnes à la fois. D'accord. D'accord. Et donc la différence avec Mailchimp, Mailchimp, la différence qu'il y a, c'est que Mailchimp, en fait, lui, ne limite pas le nombre de personnes, le nombre de mails qu'on peut envoyer. Enfin, il y en a une, mais elle est beaucoup plus importante. Par contre, lui, il va vous limiter en nombre de contacts que vous avez le droit de gérer. Et il va vous limiter en termes de fonctionnalités. Il y a certaines fonctionnalités qui sont assez basiques et assez importantes que Mailchimp ne vous permet pas d'utiliser. Donc, il y a certaines automatisations de base qu'on ne peut pas forcément faire simplement. Donc, c'est pour ça que, en fait, moi, je me suis reconverti sur Mailchimp depuis quelques mois, sur Sendinblue. Et que voilà, et franchement, depuis que je suis passé à Sendinblue, je ne regrette rien. D'autant plus que c'était à l'époque un des rares qui proposait des formules gratuites en étant en français. Parce que la plupart proposent des formules gratuites, mais sont en patois local. Et tout le monde ne cause pas forcément couramment l'anglais. Surtout qu'ils n'ont pas forcément des termes que tout le monde maîtrise. Et Laurent, tout ce que j'ai déjà fait sur Mailchimp, alors, comment est-ce que je peux faire pour tout remettre dans Sendinblue? Première chose, par exemple, les contacts, on peut les exporter de Mailchimp et les réimporter dans Sendinblue. Ça marche très bien. Après les mails, on pourra copier le contenu des mails pour le récupérer entre Mailchimp et Sendinblue. Il n'y a pas beaucoup de contraintes pour basculer de l'un à l'autre, mais c'est manuel. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. La semaine prochaine, donc, on parlera un peu de stratégie digitale. Merci. Et puis, vous aurez aussi quelqu'un qui est parmi nous aujourd'hui qui va intervenir pour vous parler d'un sujet sur lequel, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment compétent. Donc, voilà, la semaine prochaine, vous aurez la surprise d'avoir un autre intervenant que moi le jeudi. Et je vous invite à venir parce que je pense que ça va être passionnant. Merci, Laurent. Merci, Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Ciao.